La normalité sous ordonnance, le documentaire choc où l'appât du gain rencontre la détresse de l'être humain, présente. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans la santé en mouvement, l'émission pour prendre soin de vous au quotidien. Et aujourd'hui, on va parler santé mentale et antidépresseurs. Ces médicaments peuvent aider, sauver parfois, mais ils peuvent aussi enfermer, prolonger la souffrance ou créer une forme de dépendance silencieuse dont il est difficile de sortir indemne. Alors la question n'est pas de diaboliser la science ni la médecine, mais de s'interroger. Les antidépresseurs soignent-ils vraiment la dépression ou ne font-ils que l'endormir ? Quels sont les effets à long terme et les angles morts du système? Pour en parler avec nuance, rigueur et ouverture, j'aurai le plaisir de recevoir en direct de Los Angeles un professeur qui nous aidera à prendre un peu de recul sur l'impact de ces solutions. La santé en mouvement spéciale santé mentale et antidépresseurs, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission spéciale en direct de Los Angeles, j'ai le plaisir d'accueillir un spécialiste des politiques de santé mentale. Il a consacré ses recherches aux substances psychoactives. Il est notamment associé à la recherche et au développement à la Lucing School of Social Work de l'Université de Californie à Los Angeles. J'ai nommé le professeur David Cohen. Professeur, donc je rappelle que vous êtes outre-Atlantique et vous observez avec attention le marché français et américain. Donc chez nous, vous savez, ici en France, on parle de plus en plus de santé mentale. Est-ce que c'est pareil aux États-Unis ? La même chose. Et en plus, on vit aux États-Unis, probablement ce que vous allez vivre en France dans quelques années. Aux États-Unis, on discute avec banalité des psychotropes, au moins de la santé mentale depuis 30, 40, 50 ans. Tout le monde se réclame d'un certain problème de santé mentale aujourd'hui. Tout le monde l'utilise, beaucoup de gens l'utilisent comme excuse, comme avancée, comme identité. Donc c'est banal, c'est quotidien. Les médiatiques, les médias louent en général le progrès du recours aux substances psychotropes pour pallier à la détresse psychologique. On parle de tous les problèmes psychiatriques. Quotidiennement, l'autisme, l'anxiété, les dépressions, les psychoses, les troubles bipolaires, ça se mange tous les jours. Alors David, vous allez nous aider à y voir clair, mais on aime bien commencer par une définition. Donc qui dit antidépresseur dit plein de mots dans cette catégorie. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quels sont les médicaments que l'on met sous cette classe ? D'abord, cette classe est une de 5 grandes classes de médicaments. C'est pas les antidépresseurs. On va mettre le Paxil, on va mettre la paroxétine, on va mettre le Prozac. Ce sont des substances qui sont parmi les plus prescrites en France maintenant. Des antidépresseurs. Mais il y a d'autres classes de médicaments qui souvent s'ajoutent là-dedans, c'est-à-dire les neuroleptiques qui sont une autre classe qui ralentissent le mouvement. C'est les stimulants qui, pour accroître la performance, améliorer l'endurance dans la performance. Il y a les anxiolytiques qui sont les endormisseurs. Donc tout problème a sa solution, si je vous écoute, en fait. Tout problème a son offre de solution. À son offre de solution. David, est-ce que c'est la société qui devient de plus en plus dure ou alors, en fait, ce que l'on appelle le progrès, on va dire, va pouvoir résoudre cette détresse? Question très complexe. C'est un peu tout. Les gens ont été renvoyés à eux-mêmes. On n'a plus les grandes institutions qu'on avait avant, que ce soit l'école, que ce soit la famille, que ce soit l'Église. À mesure que ces institutions se convulsent, l'individu est renvoyé à lui-même, elle-même, et doit se débrouiller un peu tout seul. Et c'est certain que les médicaments sont une solution qu'on lui offre à lui tout seul, à elle toute seule, qu'on prend dans son propre corps. Donc on a vraiment individualisé les problèmes. Et c'est ça qu'on voit avec ce recours assez effréné aux médicaments. David, quand on commence justement un traitement à base d'antidépresseurs, on se demande souvent s'il va guérir ou juste permettre de tenir le coup pendant une période difficile. Est-ce qu'on a une réelle réponse à cette question? Est-ce que ça guérit? Est-ce que ça soulage? Qu'est-ce que ça fait? Personne ne prétend que ça guérit. Sur le court terme, avec les antidépresseurs, on peut s'attendre à ce que j'appelle un effet placebo amplifié. C'est-à-dire, dans les recherches sur ces médicaments antidépresseurs, ceux-ci n'ont en général qu'une très légère supériorité sur les substances placebo inertes qui leur sont comparées.
Alors, on peut les appeler comme des placebos avec effets secondaires, si vous voulez, qui ont un nom de marque, qui ont un prix que l'on paye, qui sont dispensés par le pharmacien, qui sont prescrits par le médecin. Et donc, tout ça, dans une situation de crise, va offrir un espoir, va mettre en jeu un processus peut-être de guérison, mais qui ne sera pas nécessairement dû à ce médicament. Et pour vous, David, d'autres classes de médicaments. Oui. David, pour vous, quand on va chez un médecin qui vous prescrit dès la première consultation, et on voit en France, vous allez chez le médecin, vous demandez ce que vous aimeriez avoir, on le met sur l'ordonnance. Vous trouvez que c'est pas raisonnable justement de donner ce dont les gens ont besoin dès la première consultation? C'est pas raisonnable. On met les gens trop rapidement sur médicaments si c'est offert lors de la première consultation, qui, chez nous aux États-Unis, ça dure 8 minutes à peu près avec un généraliste. Peut-être en France, c'est 15 minutes, peut-être 20 minutes au maximum, peut-être. Et dans ce moment-là, dans cet espace très limité, comprendre la personne, savoir quelle est la source de son problème, et terminer avec une prescription, oui, c'est trop rapide. Est-ce qu'on a exploré que ça serait peut-être dû à un manque d'exercice physique? Est-ce qu'on a vu comment c'est lié à son histoire personnelle, à ses circonstances de vie? Ça peut être ça, la dépression. Alors oui, ça serait trop rapide si c'est première consultation qui se termine avec une prescription immédiate. Alors, à l'inverse, quand on essaye d'arrêter ces traitements, il semble qu'il y a une forme de dépendance que l'on va sous-estimer quand on s'y engage. Là aussi, vous avez le sentiment qu'une éducation serait nécessaire parce que la sortie semble être très difficile. Hein. Absolument, une éducation serait nécessaire parce que une personne sur deux va faire l'expérience d'effets très dérangeants quand elle essaye de cesser ce médicament, ce qu'on ne croyait pas être le cas auparavant. Et c'est surtout les patients qui prenaient les médicaments qui ont commencé à alerter le corps professionnel sur la survenue de ce genre d'effet de sevrage. Toute substance qui affecte le cerveau va causer des adaptations neuronales qui vont se manifester lorsqu'on cesse le médicament. Maintenant, une personne sur 10 va vivre ces effets pour des mois, ça va être sérieux. Pour la plupart des personnes qui ont pris le médicament pour moins d'1 an ou 2, vont moins le sentir. Mais ce sont des signes de dépendance physique sur la substance. David, on vous voit intervenir dans un documentaire qui s'intitule La normalité sous ordonnance et qui est diffusé actuellement sur la chaîne Odyssée, mais également sur YouTube. Et on suit 5 patients américains qui ont été mis sous antidépresseurs et qui ont énormément de mal à s'en sortir. Quel est l'objectif de ce documentaire? L'objectif est de montrer comment une prise en charge médicalisée de problèmes de l'existence, elle peut déraper. C'est-à-dire, elle peut venir à accabler la personne avec des états qui sont induits par les médicaments, avec des états qui sont induits par le sevrage du médicament, avec le déni que les médicaments peuvent causer des problèmes à la personne, peuvent exacerber ses problèmes de départ, et aussi à n'arriver à offrir que des médicaments comme solution à ces problèmes du moment, causés par des médicaments. Alors tout ça peut nous dire qu'on a un peu exagéré dans le recours aux médicaments. David, parfois. Je vous propose de marquer une courte pause et on va justement découvrir un des profils de ce documentaire, Brianna, qui va nous partager son expérience malheureuse, on va dire, de l'utilisation de ces substances. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Avec La normalité sous ordonnance. Le documentaire choc où l'appât du gain rencontre la détresse de l'être humain. C'est l'histoire de Brianna. Brianna, c'est une jeune femme qui a aujourd'hui 30 ans. Diagnostiquée d'un trouble de l'attention à l'âge de 15 ans, Brianna est sous médicaments depuis son adolescence. Et puis un beau jour, Brianna reconnaît le besoin d'arrêter son traitement. Mais cette décision s'avère bien plus difficile que prévu. Anxiété, peur irrationnelle, perte de repères. Elle repense aux effets dévastateurs du sevrage qu'elle a vu chez son mari, Dave, qui lui aussi avait été sous psychotrope et dont elle a assisté impuissante à l'effondrement et aux idées suicidaires. Malgré sa détermination et l'aide d'un médecin, Brianna réalise à quel point sortir de cette dépendance chimique est complexe et combien peu de soutien existe pour accompagner ces démarches. Partagée entre la volonté d'arrêter et un sevrage trop rapide et désastreux, elle a aujourd'hui repris comme avant, tout en essayant, tant bien que mal, de se libérer de son traitement une bonne fois pour toutes.
Alors avant de recourir aux psychotropes, dont les effets secondaires sont parfois lourds et les sevrages longs et douloureux, il est essentiel de s'informer et d'explorer d'autres voies. Vous doutez encore ? Découvrez le documentaire La normalité sous ordonnance en accès libre sur YouTube et sur la chaîne Odyssée. La normalité sous ordonnance, le documentaire choc où l'appât du gain rencontre la détresse de l'être humain, présente. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission spéciale santé mentale et antidépresseurs, on retrouve le professeur David Cohen en direct de Los Angeles. Professeur, on constate une augmentation des prescriptions également chez les enfants et chez les adolescents. Qu'aimeriez-vous dire aux parents qui voient leurs enfants consommer ce type de substance assez tôt ? Assez tôt, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je sais qu'en France, il y a une certaine interdiction de consommer ces médicaments avant l'âge de 6 ans. Ce que nous n'avons pas aux États-Unis. On n'a pas freiné assez et donc on voit ça chez des enfants de 1 an et 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et là, ce que ça fait, c'est que ça crée des patients psychiatriques un peu à vie. Ça habitue l'enfant à consommer le médicament comme premier recours dès n'importe quelle détresse. Et donc, ça ajoute d'autres médicaments, la polypharmacie, et les interactions sont néfastes. Donc, il faut faire attention, comme toute prise de médicaments, il faut regarder ailleurs, il faut regarder dans la famille, il faut se regarder, il faut regarder l'école avec esprit critique. Il faut ne pas immédiatement penser que c'est un problème neuro-comportemental, comme on nous dit trop souvent. Et j'ai envie de vous poser une question. Quand une maman prend des antidépresseurs, on peut imaginer que ces prescriptions vont avoir un effet sur le fœtus et donc un effet à l'âge adulte. Il y a une corrélation évidente ? Nous ne savons pas si la prise d'un médicament antidépresseur aura un effet sur l'âge adulte de l'enfant. Mais nous savons que ça aura un effet dans 1 cas sur 10, à la naissance du fœtus. Il y aura une certaine détresse qui est causée par le sevrage. Il y aura peut-être une naissance un peu plus difficile, donc il y a ces données, mais nous ne connaissons pas les données sur l'enfant à naître. Pour certaines autres classes de médicaments, les anticonvulsivants, vous en France avez fait de très bonnes recherches sur ce suivi et on voit des effets sur l'enfant de 2 et 3 ans. Alors, comme vous êtes en avance sur les tendances et ce qui se passe chez vous arrive chez nous, vous l'avez dit en introduction, 3 ou 4 ans après, on parle de déprescription dans les cabinets médicaux. Expliquez-nous en quoi ça consiste, même si ça parle de soi, mais de quoi participe ce phénomène ? On apprend aux médecins à prescrire, on ne leur apprend pas à arrêter la prescription. Donc on met le paquet sur le début, sur l'initiation de la prescription, mais on ne comprend pas qu'il faut y aller très lentement vers la fin. Il faut apprendre et préparer la personne qu'elle va devoir arrêter et il faut s'informer sur les effets possibles d'une dépendance physique possible qui va se manifester lorsqu'on cesse ou lorsqu'on réduit le médicament. Donc c'est ça la déprescription, c'est une manière sage d'approcher la fin du parcours avec le médicament au lieu de se concentrer seulement sur le début du parcours. Et là aussi, une question en observant ce qui se passe en France. On voit que les diagnostics psychiatriques se multiplient, parfois très tôt dans la vie. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on pathologise ou on médicalise certains comportements qui seraient normaux, en fait ? Évidemment que oui. Oui ? Évidemment que oui, qu'on a pathologisé. C'est ça la médicalisation. C'est l'idée de prendre un problème qui est peut-être d'un ordre spirituel, économique, moral, de toutes sortes, environnemental, et de dire que c'est une pathologie qui réside à l'intérieur de notre corps, que c'est un déficit neurochimique, neurologique, un circuit cérébral qui a disjoncté, et donc il faut aller faire ce qu'on fait pour les autres problèmes de santé, il faut aller voir le médecin. Et donc, c'est ça de pathologiser l'existence, de lui enlever son essence et dire que c'est un autre problème de santé. Mais comment vous expliquez ce phénomène ? C'est pour enrichir l'industrie du médicament ? C'est pour créer une économie ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Tout à la fois. Tout le monde y trouve son bien, tout le monde y trouve son bénéfice. Les patients peuvent dire c'est pas ma faute, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre la responsabilité, qui va m'offrir la solution. Les compagnies pharmaceutiques peuvent s'enrichir et savent comment vendre leurs diagnostics. Les gouvernements peuvent mieux gérer et prévoir le nombre de diagnostics à venir. Donc tout le monde y trouve son compte
Et c'est ça, c'est un grand changement auquel on s'engage sans le comprendre vraiment, mais envers lequel il faut garder l'esprit critique. Mais là, j'ai envie de vous demander, vous en voulez à l'industrie du médicament ou Du tout. C'est une industrie qui pousse son produit. Elle sait exactement ce qu'elle veut faire avec, elle l'annonce, elle rencontre ses projections économiques du quart de trimestre ou quoi. Et elle s'en fout pas mal. C'est nous, les autres, les experts, les intervenants, le public, qui se demandons est-ce qu'on devrait dire ce qu'on dit, est-ce qu'on sait où on va. L'industrie sait exactement ce qu'elle fait et elle le fait. Mais pourtant, David, il y a des investissements massifs qui sont faits, notamment chez vous, aux États-Unis. Hein, la recherche est extrêmement financée, même si le gouvernement Trump semble avoir mis un frein à tout ça. Quelle est la situation entre les lobbies et entre la position de votre gouvernement ? La position de Trump va faire que la recherche va changer un petit peu. Ça veut dire que ce n'est pas seulement la promotion et l'invention de médicaments qui va primer, mais c'est la recherche sur les effets néfastes, les effets toxiques, sur la prévention des effets nocifs, de la prise prolongée et élargie de médicaments. C'est ça, je pense, qui va prendre la priorité, au lieu de simplement nous promouvoir le médicament comme remède premier et dernier. Donc c'est quelque chose de positif, hein. À mon avis, c'est positif. C'est simplement un peu regarder l'autre côté de la pilule, si vous voulez. C'est changer d'accent, mais je ne pense pas que, à part certaines coupes certaines de tous les fonds de budget dans tous les domaines, je ne pense pas qu'on va fondamentalement changer la recherche sur la santé. D'ailleurs, on voit revenir sur le marché d'anciennes substances qui sont parfois issues du champ des drogues, qui sont présentées comme des innovations. Vous pourriez nous en donner quelques exemples? J'ai l'impression qu'on recycle en fait des vieilles molécules. C'est ce qui se passe? Il y a tellement d'exemples. C'est ça la trajectoire du médicament. Concrètement? C'est quelque chose d'abord on accueille avec enthousiasme, ensuite après quelques années on le rejette complètement, on l'interdit, ensuite on a un regard un peu plus objectif, ensuite peut-être une utilisation plus limitée. Donc c'est ce qui est arrivé aux stimulants qu'on a bannis dans les années 70 et qu'on a réaccueillis comme médicaments qui vont sauver l'enfance aux États-Unis. C'est ce qui est arrivé avec les opiacés. L'opium a été loué pour ses vertus antidouleurs, ensuite ses dérivés ont été complètement interdits. C'est ce qui arrive avec les hallucinogènes, qui était le mode d'usage irresponsable, complètement cinglé, alors qu'aujourd'hui c'est la promesse future pour tous les traitements santé mentale. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des cycles de rejet, d'acceptation, toutes les 30-40 ans à peu près, qui passe. C'est ça la trajectoire du médicament en société. Alors on l'a bien compris, hein, vous n'êtes pas un pro-médicament, mais dans ce cas-là, beaucoup de gens ont néanmoins besoin d'un accompagnement. Comment aller mieux sans médicaments pour les gens qui sont vraiment dans une détresse et qui se disent que c'est la solution la meilleure à un moment donné, malheureusement? Juste d'abord, le médicament, c'est comme une béquille. Ça veut dire la béquille, quand on en a besoin, on en a besoin. C'est à nous de savoir. Idéalement, c'est nous qui allons devoir décider si ça nous fait du bien ou pas. Alors, si on décide qu'il faut autre chose, il faut... D'abord, le médicament, c'est à la fois remède, à la fois poison. C'est ça qui est enfoui dans le sens de ce terme grec qui veut dire pharmacon, qui se réfère au médicament. Il ouvre la définition pour dire c'est à la fois remède, mais ça peut être poison aussi. Donc, il faut savoir que ça peut être dangereux et que la personne qui va nous le recommander ou pas, il faut lui faire confiance. Il faut qu'elle mérite notre confiance. Et donc, c'est ça, tout se joue autour de cette relation avec le soignant. Est-ce qu'il a nos intérêts à cœur? Est-ce qu'il est bien informé? Ou elle? Et c'est tout ça qui se joue et qu'il faut comprendre et qu'il faut déceler et qu'il faut rester critique. Et donc là, on ne peut pas comme ça donner aux autres les décisions quand on a vu tout ce qui se passe. On est presque tous sur médicaments aujourd'hui. Quelqu'un qui est dans une détresse morale, David, vous lui conseilleriez quoi pour aller mieux? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Il faut que je le connaisse. Il n'y a pas de solution automatique à ces problèmes. Ça fait partie des circonstances de sa vie. Ça fait partie de son histoire personnelle. Il faut que je l'ai en face de moi. Il faut que je lui parle.
Je dois devenir spécialiste en cette personne. Et elle doit devenir spécialiste en elle-même. Alors, écoutez, c'est ça, la solution va émerger au moins de ça. Maintenant, il y a d'autres points de vue qu'on a un déficit neurochimique, et puis voilà, j'ai le correcteur dans ma main, puis vous allez le prendre et ça va aller mieux. Mais ce point de vue, il manque d'appui scientifique. On n'a pas trouvé les biomarqueurs ou les substrats neurophysiologiques que vont cibler ces médicaments. On ne les a pas découverts, on ne sait pas de quoi il s'agit dans la détresse. Ça reste le problème que l'on vit. En même temps, à travers ce que vous dites, quand on a une consultation qui dure 12 à 20 minutes, faire cette connaissance intrinsèque du patient, il y a un élément qui cloche dans le système. Il y a un élément qui cloche. C'est évident que si on se trouve chez quelqu'un qui ne fait que produire, qui ne fait que prescrire, on n'est peut-être pas très bien arrivé si c'est un problème qui touche notre fort intérieur. Il faut trouver des gens avec qui on peut parler, qui ont le temps. David, pour conclure, qui ont le désir de nous comprendre un peu mieux. David, 30 Mais je secondes. ne dis pas que tout se résout avec une psychothérapie. Je dis simplement qu'il y a de la place pour tout. David, pour conclure, 30 secondes, qu'aimeriez-vous dire aux patients français? Il faut, en ce qui a trait à la santé mentale, il faut vous trouver quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Quelqu'un qui va vraiment agir dans vos intérêts, qui va être très très bien informé, qui n'a pas seulement une réputation, mais qui a une recommandation peut-être d'autres personnes, qui sait écouter, qui va essayer de vous comprendre et vous connaître, que lorsqu'il viendra le moment de parler de médicaments, cette personne saura pourquoi ou pas vous recommander quelque chose, parce qu'elle vous connaît et elle vous comprend. Merci beaucoup David Cohen. Je rappelle que vous êtes professeur associé à la recherche et au développement à la Lucin School of Social Work de l'Université de Californie à Los Angeles. Et je vous encourage à regarder le documentaire La normalité sous ordonnance, disponible sur la chaîne Odyssée et sur YouTube. La santé en mouvement, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos émissions en podcast sur l'application Sud Radio et sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous souhaite une excellente fin de week-end. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout, prenez soin de vous. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Avec La normalité sous ordonnance. Le documentaire choc où l'appât du gain rencontre la détresse de l'être humain.